cette invitation à revenir à Louvain-la-Neuve, où donc, comme tu l'as rappelé, effectivement, j'ai eu une partie importante de ma formation, donc philologie classique, et puis doctorat, post-doctorat, et je reviens aujourd'hui en qualité de Namurois, si je puis dire, donc de collègues pas trop lointains. Et le plaisir est d'autant plus vif que si aujourd'hui, je vais vous parler aujourd'hui du sujet qui m'avait intéressé, du personnage qui m'avait intéressé pendant ma thèse, ici à l'UCL. Sylla, le républicain qui tua la République. Alors, cette année, avec les deux Nicolas, pour cette rentrée des Midis de l'Antiquité, nous n'avons pas hésité. Nous nous sommes dit, les Midis de l'Antiquité, en ce mois d'octobre, ce sera un peu le poids des mots, le choc des photos, d'où un titre que j'assume personnellement et que je m'emploierai à justifier durant cette conférence, et aussi une image interpellante. Difficile de résister à l'extraordinaire suggestion de ce visage énergique, autoritaire, où l'on croit deviner la cruauté même de celui qui fit verser le sang de tant de ses concitoyens, puisque Lucius Cornelius Sylla, dont il sera question aujourd'hui, c'est un patricien, un aristocrate romain, né en 138 avant notre ère, qui est une des figures marquantes du dernier siècle de la République romaine. Il est l'acteur et le vainqueur de la Première Guerre civile, dans les années 80 avant Jésus-Christ, et il est entré dans l'histoire comme le tristement célèbre inventeur de la proscription. Nous reviendrons plus loin sur cette mesure. Et cette terrifiante image d'Épinal qui s'est imposée dès l'Antiquité dans la mémoire collective trouve effectivement un bel écho dans ce portrait. Ce portrait qui est conservé à Munich, à la Glyptothèque, et que l'on nous présente depuis au moins le début du XIXe siècle comme une représentation de Sylla. Et il est difficile, évidemment, de résister au pouvoir évocateur de ce regard ardent, mais examinons tout de même les éléments objectifs qui fondent l'identification de ce portrait. Avons-nous sous les yeux le portrait, la physionomie véritable du dictateur Sylla ? En réalité, rien n'est moins sûr. Les archéologues, depuis plus d'un siècle et demi, ont proposé de reconnaître Sylla dans une quantité de portraits très divers. Je vais vous en présenter rapidement quelques-uns. Vous avez le Sylla de Munich, à gauche. Vous avez ensuite un autre Sylla conservé au musée du Vatican. Vous avez encore cette statue portrait conservée au Louvre. Le Sylla qu'a choisi François Hinard, ou que du moins ses éditeurs ont choisi pour orner la couverture de son livre, dont on reparlera. La tête est une restauration moderne, donc pas davantage Sylla que dans le cas des autres portraits. Autre candidat, ce portrait conservé à Copenhague, à la Carlsberg Glyptothèque. Et le dernier en date, à ma connaissance en tout cas, à avoir été candidat à une identification à Sylla, c'est ce portrait, également conservé à Copenhague, qui nous présente un Sylla aux traits sans doute moins cruel, plus posé, et qui effectivement, ce portrait n'est pas sans rappeler le seul portrait absolument assuré que nous ayons de Sylla et que je vous présente à présent. Le voici. Et ceux qui me connaissent un peu ne seront pas surpris. Souvent, la réponse peut venir des monnaies. Il sera à quelques reprises question de monnaie dans cette conférence. Voilà le seul portrait qui doit ressembler de près ou de loin à Sylla. Il orne une monnaie romaine qui n'a pas été frappée par le dictateur, mais qui a été frappée par son petit-fils dans les années 50 avant Jésus-Christ, soit une vingtaine d'années après la mort de Sylla, et qui représente le petit-fils, Quintus Pompeius Rufus, représente ses deux grands-pères, Sylla et Quintus Pompeius Rufus l'Ancien, qui étaient collègues
au consulat en la fatidique année 88, dont il sera question dans quelques instants. Alors voilà, vous dites-vous, voilà à quoi ressemblait Sylla, donc sur la monnaie de droite, accompagné de la légende Sulla Cos, Sulla Consul. Voilà à quoi ressemblait Sylla. Nous sommes sauvés, nous pouvons satisfaire notre curiosité. En réalité, n'allons pas trop vite, car les numismates vous répondront qu'une monnaie, ce n'est jamais qu'une pastille de métal sur laquelle on a imprimé un poinçon, et que ce poinçon est réalisé par des graveurs plus ou moins doués, qui ont plus ou moins respecté le modèle qu'ils avaient sous les yeux. Voilà différents exemplaires de cette émission de Pompeius Rufus, et vous voyez que de nouveau nous avons des Sylla à la physionomie parfois très variée. Finalement, tout cela, ces incertitudes qui planent autour de l'apparence physique de Sylla, certes, tout cela frustre un peu notre curiosité, mais en tant que telle, elle ne constitue pas un obstacle à notre connaissance du personnage. Les choses se corsent pour l'historien dans la mesure où la personnalité même de Sylla nous échappe dans une très large mesure. Je vous présente à l'écran, et vous l'avez, c'est le texte numéro 1 de l'exemplier qu'on vous a distribué. Vous avez sous les yeux le plus ancien portrait littéraire de Sylla. Il est dû à la plume de Salluste, qui est né en 86 avant Jésus-Christ, soit justement à l'époque de la guerre civile dont on va bientôt parler, qui oppose Sylla aux partisans de Marius. C'est donc un enfant à peine lorsque Sylla domine la scène politique, et il écrit dans les années qui suivent la mort d'un autre dictateur, la mort de Jules César, soit près de 40 ans après la mort de Sylla. Que nous dit-il dans ce passage ? Il nous dit « Lucius Sulla était d'une noble famille patricienne, mais d'une branche à peu près tombée dans l'oubli par la faute de ses ancêtres directs. » Et effectivement, famille patricienne, donc une des familles qui avait la prétention de remonter le plus haut dans l'histoire romaine et qui avait la prétention de descendre des grandes familles de l'époque royale. Sylla, donc membre de la prestigieuse gens Cornelia, gens patricienne, mais d'une branche, c'est-à-dire d'une famille tombée dans l'oubli. Effectivement, les ancêtres directs de Sylla n'avaient plus jamais obtenu de magistrature supérieure depuis plusieurs générations. Il avait une connaissance des lettres grecques et latines égale à celle des meilleurs érudits. Petite parenthèse de philologue, si vous me le permettez, des lettres grecques et latines. On aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. Le monde romain est en réalité un monde gréco-romain, comme l'a notamment rappelé Paul Veyne dans un ouvrage qui date d'il y a une dizaine d'années. C'est un empire gréco-romain, un monde et une culture gréco-romaine. Et nous verrons qu'effectivement, bien souvent, il ne faut pas se contenter de lire le latin pour faire de l'histoire romaine. Donc Sylla, homme de lettres, il aimait, d'une ambition immense, il aimait les plaisirs, mais la gloire plus encore. S'il consacrait ses loisirs à la débauche, c'est un des lieux communs de l'historiographie syllanienne, c'est la débauche du personnage qu'il préférait à ses heures perdues, il en avait quelquefois. Effectivement, la compagnie des mimes et des acteurs et des actrices de théâtre à celle des aristocrates romains. Jamais, cependant, le plaisir ne le détourna de ses affaires, sauf dans sa vie conjugale, où il aurait pu tenir une conduite plus honnête. Disert, rusé et facile en amitié, d'une profondeur d'esprit incroyable pour dissimuler, et voilà un passage intéressant, aimant à donner et surtout son argent. Atque illi felicissimo omnium ante civilem victoriam, numquam super industriam fortuna fuit. Voilà une phrase que je souhaite mettre en exergue. Et la suite, multique dubitavere fortior an felicior esset. Un thème essentiel de l'image du portrait de Sylla, c'est sa felicitas, que l'on traduit ordinairement par son bonheur. La felicitas, la qualité de celui qui est Félix, c'est en réalité
la qualité de celui qui est heureux parce qu'il bénéficie de la faveur divine. Il bénéficie d'une fortuna toujours positive et constante. Et autre point intéressant dans ce portrait de Salluste, quant à ce qu'il fit par la suite, j'aurais autant de honte que de répugnance à en parler. Et ce par la suite, nam poster quae fecerit, renvoie évidemment à ce qui s'est passé après la fin de la guerre civile, après la victoire de Sylla, où le personnage, aux yeux des anciens, semble basculer du côté obscur, si je puis dire, du côté de la tyrannie, du côté de la proscription et des massacres. C'est donc, le portrait de Sylla, c'est un portrait paradoxal. Un portrait paradoxal qui est d'ailleurs un des premiers du genre, un des plus aboutis du genre, car les historiographes anciens aimaient, Plutarque notamment, aimaient adresser des portraits contrastés des grandes figures de l'histoire, et Sylla, de ce point de vue-là, était effectivement un modèle. Une figure faite de contrastes, donc, difficile à cerner, et il n'est pas exagéré de dire que sa personnalité fut un mystère pour les anciens, comme en témoigne un passage célèbre de Sénèque dans la Consolation à Marcia. J'épinglerai seulement la phrase « Salis tud interres non dum judicatas habeat, qualis sulla fuerit » et qu'on renvoie parmi les sujets à propos desquels on n'a pas encore émis un jugement, la question de savoir qui, qualis même, de quelle trempe était fait Sylla. Un mystère, donc, pour les anciens. Ce mystère rejaillit également, n'est pas le seul fait de la personnalité, de la personne, c'est aussi celui de l'action politique qui interpelle les historiens. Quelle place occupe Sylla dans ce processus lent, il durera plus d'un siècle, de dégénérescence des structures politiques de la res publica? Je passe d'abord, pour vous rappeler en quelques mots, brièvement, le contexte historique général dans lequel s'inscrit la carrière de Sylla. Il naît en 138, quelques années avant les deux tribunats des frères Gracques, Tiberius et Caius Gracchus. Ces frères Gracques, membres de l'aristocratie, qui ont proposé des réformes agraires touchant à la distribution du territoire romain pour permettre aux prolétaires d'acquérir à nouveau des terrains. Ils se sont heurtés à l'opposition des autres membres de l'aristocratie et cela a débouché sur une première stasis, comme dira Appien, une première guerre civile, puisque les deux Gracques ont été assassinés. Nous en reparlerons bientôt dans les décennies qui suivent, c'est l'émergence d'un autre personnage qui tremblait le cadre des institutions romaines, Marius, l'homme aux 7 consulats. Marius, qui sera le grand adversaire de Sylla dans la première guerre civile. Puis dans les générations qui suivent, ce sont à chaque fois des figures d'impératores célèbres, Pompée, César qui sera lui aussi dictateur à l'issue d'une guerre civile, César qui mourra assassiné, et à son assassinat suivront des années de guerre civile, d'où sortira enfin la paix et un nouveau régime, le Principat, fondé par Imperator Caesar Augustus, Auguste. Quelle place donc occupe Sylla dans ce processus? Quel a été son rôle? Les historiens ont proposé des visions très variées, et je vous cite les deux visions les plus contrastées, celle de Jérôme Carcopino, dont le livre Sylla ou la monarchie manquée, paru en 1931, a fait longtemps autorité, qui a proposé une vision du personnage, à son époque absolument novatrice, Sylla comme monarque manqué, quelqu'un qui aurait aimé, en quelque sorte, instaurer l'empire, une monarchie, et qui n'a pu y arriver en but à l'hostilité de l'aristocratie. Quelques décennies plus tard, Arthur Keaveney publie un Sulla, The Last Republican, le dernier républicain cette fois, où Sylla, au contraire, nous est présenté comme le dernier aristocrate imprégné des valeurs républicaines, de l'éthos républicain, qui ne sera suivi que par des révolutionnaires dont je vous ai donné les noms tout à l'heure.
Il faut se situer face à ces grandes questions qui sont évidemment, vous l'avez compris, inépuisables, mais enfin, il faut se situer. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un Sylla républicain, j'assume l'anachronisme de l'expression, un Sylla républicain, mais qui détruisit la République. Alors, la fin de la République romaine. Je vois beaucoup d'étudiants. C'est l'occasion peut-être de faire une toute petite parenthèse sur les sources qui nous donnent à connaître cette période cruciale, la fin de la République. Quel personnage est plus célèbre que Jules César lorsqu'on pense à l'histoire romaine ? Eh bien, si vous voulez avoir un récit de l'histoire de Jules César, un récit continu de sa vie, ce n'est pas en latin que vous le trouverez, ce n'est pas dans les écrits de César lui-même que vous le trouverez, c'est en réalité dans la biographie de Plutarque, un auteur qui écrit en grec au début du IIe siècle de notre ère. Je vous ai mis dans ce slide l'indication des principaux auteurs qui nous renseignent sur les 100 dernières années de la République. Vous voyez que très peu d'auteurs dont nous avons conservé les œuvres sont contemporains de ces événements. Le seul, c'est Salluste, qui décrit dans sa conjuration de Catilina des événements auxquels il a effectivement assisté. Il y a César, qui décrit, mais de façon extrêmement orientée, vous le savez, des événements auxquels il a participé. Pour le reste, tous les rectangles en vert, ce sont des auteurs qui n'ont pas connu les événements qu'ils relatent. Les auteurs que nous allons croiser aujourd'hui, ce sont principalement Salluste, dans le Bellum Jugurthinum, la guerre de Jugurtha, c'est Plutarque, dans la vie de Sylla, Appien, dans le premier livre qu'il consacre aux guerres civiles. On aurait pu y ajouter Dion Cassius, mais le temps sans doute nous aurait manqué. Commençons donc à suivre. Pardon, un dernier mot sur les sources. Vous l'avez compris, ces sources présentent un grand inconvénient pour quelqu'un qui, comme moi, s'intéresse notamment aux idéologies, aux discours politiques qui ont émergé à une époque donnée. Car, plus encore que les faits, ces discours sont perméables au temps qui passe, aux influences que subissent les auteurs. Un auteur comme Appien, qui écrit sous l'Empire, est dans un anachronisme constant, car il ne voit Sylla, d'une certaine manière, que comme le précurseur de ce régime. Il faudra donc nous tourner vers d'autres sources lorsque nous chercherons des documents contemporains. Ces autres sources, nous les trouverons en partie dans l'épigraphie, les documents épigraphiques, les inscriptions. Épigraphie latine, mais qui à cette époque est encore très réduite, c'est-à-dire que nous avons conservé très peu d'inscriptions en Italie et à Rome pour cette période. L'épigraphie grecque, on le verra, est plus riche et nous apporte des informations importantes. Et, vous le savez, je l'ai déjà annoncé, il y aura aussi les émissions monétaires, les monnaies, car les monnaies, c'est bien sûr avant tout un moyen de paiement, surtout pour payer l'armée à cette époque, mais sur ces monnaies, vous pouviez afficher une inscription, afficher une image, et ces images, ces inscriptions, sont souvent les seuls documents contemporains que nous ayons conservés. Parcourons donc rapidement la carrière de Sylla. Sylla, ses origines obscures, c'est pratiquement, quant à l'aisance et à la visibilité de sa famille, c'est pratiquement un homo novus, car vous le voyez, ses ancêtres directs n'ont plus occupé le consulat depuis plusieurs générations, depuis en réalité l'époque des guerres, le IIIe siècle, l'époque des guerres, de la première guerre punique. Il ne faut pas prendre à la lettre pour autant ce que Plutarque nous raconte sur la pauvreté de Sylla dans sa jeunesse. Car Plutarque, notre principale source, présente un intérêt majeur, mais qui était aussi un inconvénient. C'est que Plutarque avait comme livre de chevet, pour ainsi dire, lorsqu'il rédigea la vie de Sylla, l'autobiographie qu'avait rédigée Sylla à la fin de sa vie, et que j'évoquerai à plusieurs reprises, qui nous est perdue. Nous n'avons conservé qu'une vingtaine de citations, de paraphrases, principalement dans l'œuvre de Plutarque. Et manifestement, Sylla a présenté de lui, vous l'imaginez bien, un portrait extrêmement apologétique dont Plutarque n'arrive pas toujours à se défaire.
Donc, ne prenons pas pour argent comptant, c'est le cas de le dire, ce que Sylla sans doute nous racontait sur sa jeunesse dans la pauvreté et la misère. La première magistrature connue qu'il occupe, la questure, date de 107. 107 avant Jésus-Christ, nous sommes dans le conflit contre Jugurtha. Jugurtha, roi de Numidie, qui défie depuis plusieurs années, déjà depuis 112, les armées romaines et les généraux aristocrates incapables d'en venir à bout. 107, c'est l'année du premier consulat de Gaius Marius. 2 portraits. Là, pour Gaius Marius, vous l'avez compris, pas davantage de portraits assurés du personnage. Gaius Marius, consul pour la première fois, qui viendra à bout de Jugurtha, mais arrive en 107 comme questeur un jeune homme de 30 ans, Lucius Cornelius Sylla, manifestement extrêmement doué, doté de qualités militaires, mais aussi de qualités de diplomate, et c'est à lui que Marius, qui, comme vous le savez, était plutôt un rude soldat, c'est à lui que Marius va confier la délicate mission des transactions avec Bocchus, le cousin de Jugurtha, pour l'amener à trahir Jugurtha et à le remettre, à le livrer aux Romains. Et cette scène, Sylla, après la victoire, la fera représenter sur un sceau, sur une bague, avec laquelle, évidemment, il signait tous ses documents. Nous avons perdu la bague, bien sûr, mais une monnaie émise par le fils de Sylla dans les années 50 avant Jésus-Christ, par Faustus Sylla, représente très certainement cette scène-là. Et vous voyez le roi Bocchus agenouillé qui tend le rameau d'olivier, symbole de paix, à un personnage qui n'est autre que Félix, c'est-à-dire Sylla Félix, avec Jugurtha agenouillé, les mains dans le dos, prisonnier, bien sûr. Vous l'avez compris, ce jeune homme ambitieux qui se sent le véritable vainqueur de Jugurtha, tout cela ne va pas trop plaire au vainqueur officiel, ne va pas trop plaire à Marius. Dans les années qui suivent, Marius affronte, c'est bien connu, les Teutons et les Cimbres. Il y aura ces fameuses batailles de Aix en 102, de Versailles en 101, qui sont les grandes victoires de Marius. Et à cette époque-là, peut-être déjà les deux hommes, Marius et Sylla, étaient-ils en froid, avaient-ils pris leur distance ? Car Sylla ne servira plus pour la deuxième année du conflit dans les troupes directement commandées par Marius. Voici quelques documents qui exaltent, des monnaies de nouveau, qui exaltent le triomphe de Marius en 101. Vous voyez les symboles, le char du triomphateur, on reverra cette image, le symbole des différentes victoires. Il faut avancer. Sylla sera préteur en 97, sans doute, il célébrera avec une magnificence toute particulière les jeux d'un dieu qui prend beaucoup d'importance à cette époque, le dieu Apollon. À la suite de cela, il passera plusieurs années en Orient, en Cappadoce, pour sa propreture, rentrera à Rome où il sera honoré, nous sommes à l'extrême fin des années 90 avant Jésus-Christ, il sera honoré par ce Bocchus, le roi de Maurétanie avec qui il avait conservé des contacts privilégiés, il sera honoré d'un monument sur le Capitole. Bocchus est un roi étranger, ami, donc allié de Rome, et la coutume était que ces rois dédient sur le Capitole, sur l'Area Capitolina, devant le temple de Jupiter capitolin, dédient des monuments scellant leur alliance. Bocchus choisit comme groupe statuaire des statues représentant la soumission de Jugurtha à la reddition de Jugurtha devant Sylla. Autrement dit, un camouflet pour Marius, dont la carrière battait un peu de l'aile d'ailleurs à cette même époque. Et l'affaire est sur le point de dégénérer, puisque Marius et ses partisans sont sur le point de détruire le monument érigé par Bocchus, lorsqu'éclate un conflit majeur, la guerre sociale. La guerre sociale, c'est-à-dire le bellum sociale, c'est-à-dire la guerre contre les socii, contre les alliés de Rome. Une guerre fratricide déjà en quelque sorte entre Italiens et Romains, guerre très violente, au cours de laquelle Sylla émerge comme l'un des clarissimi imperatores, pour reprendre l'expression de Velleius Paterculus, un des plus illustres généraux de cette guerre contre les Italiens. Cette guerre prend fin en 89 avant Jésus-Christ. Sylla est élu consul pour l'année 88. Et son consulat ne se passera pas de façon
de façon paisible, puisque ce qui retient l'attention de Rome à ce moment-là, Rome a les yeux tournés vers l'Orient, vers le royaume du Pont et la province d'Asie, puisque Mithridate VI, roi du Pont, a envahi la province d'Asie. L'enjeu à ce moment-là, pour tout homme militaire ambitieux à Rome, est de se voir confier le commandement de la guerre contre Mithridate, autrement dit, en termes institutionnels, le commandement de la province d'Asie. Sylla, consul, se voit attribuer pour son proconsulat ce commandement. Mais il sera destitué de ce commandement par un tribun de la plèbe, allié de Marius, qui évidemment voudrait acquérir de nouveaux lauriers. Les lauriers acquis contre les Cimbres et les Teutons sont un peu défraîchis à ce moment-là. Marius, en quête de lauriers, s'allie au tribun de la plèbe Publius Sulpicius. Sylla est destitué de son commandement. Ça aurait pu être un épisode comme les autres, dans les rivalités entre aristocrates, entre nobiles. Ce ne le fut pas, parce que Sylla avait déjà stationné son armée en Italie du Sud, prête pour le départ. Sylla descend en Italie du Sud, il rejoint son armée et il marche sur Rome. Son état-major, des officiers de son état-major, des aristocrates comme lui, aucun ne le suivra, sauf un questeur. C'est-à-dire que ce geste de Sylla qui marche à la tête d'une armée contre Rome pour reprendre son dû, récupérer son dû, n'est pas admis, évidemment, par les autres aristocrates. Par contre, il le sera par ses soldats, qui le suivent comme un seul homme. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Il reprend donc le contrôle de Rome. Marius et 11 de ses alliés sont déclarés ennemis publics. Marius sera d'ailleurs traqué pendant plusieurs mois. Il s'en sortira de justesse. Sylla passe en Asie, passe en Grèce et en Asie, où il va livrer bataille contre Mithridate. Le siège d'Athènes, épisode bien connu, où il massacre une partie importante de la population athénienne, ce que ses contemporains lui reprocheront, évidemment, puisqu'un aristocrate romain, un homme de culture digne de ce nom, ne pouvait évidemment pas porter la responsabilité du massacre de la ville capitale culturelle par excellence. 2 victoires importantes en Béotie, à Chéronée et à Orchomène contre les troupes de Mithridate, victoire commémorée par des trophées. J'ouvre une toute petite parenthèse, ce trophée à droite a été découvert il y a 10 ans, par hasard, par un agriculteur qui fouillait un champ à Orchomène, qui travaillait dans un champ à Orchomène, et ce trophée a été présenté officiellement pour la première fois il y a 3 jours à Athènes, lors d'un colloque auquel je n'ai pu malheureusement assister, mais j'ai pu obtenir cette photo-là. Donc voilà, pour la suite, à vous de vous jeter sur les publications archéologiques des prochaines années. Des trophées, c'est important parce que Sylla est en train à ce moment-là d'élaborer un discours, une communication politique extrêmement innovatrice. Il est en effet dans une situation inédite. Il est à la tête d'armée romaine, dans une province, mais Rome, qui est à nouveau au contrôle de ses adversaires politiques, le Sénat de Rome l'a désavoué et l'a à son tour déclaré ennemi public. Il est donc en réalité en porte-à-faux complet par rapport aux institutions romaines. Il lui faut donc un autre principe de légitimité, et c'est là que Sylla se présente comme réellement révolutionnaire, un autre principe de légitimité, une légitimité religieuse, octroyée par la sphère divine. C'est le sens des 2 objets qui ornent le centre du revers de ces monnaies, la cruche qui fait référence, qui est utilisée lors des sacrifices, et ce bâton courbé, c'est la crosse, le lituus des augures, qui servait à prendre les auspices que devait prendre tout général avant de partir en campagne, les auspices qui permettaient de demander aux dieux ou plutôt de questionner les dieux sur leur approbation concernant la mission qui allait être menée. La cruche et le litus, symbole des fondements religieux de l'imperium justum, du droit de commandement juste de Sylla, et 2 trophées qui encadrent ces 2 objets, 2 trophées qui évidemment sont la reproduction symbolique des trophées qu'il avait érigés à Chéronée
et à Orchomen, et qui vont devenir, pour ainsi dire, l'emblème de Scylla. Scylla va rentrer, et vous verrez que en fait, ces objets ont une postérité importante dans l'iconographie monétaire, c'est-à-dire que tous les généraux, beaucoup de généraux qui par la suite, lors des prochaines guerres civiles, seront dans une position d'illégalité et frapperont monnaie, se réclameront de ces mêmes images, de ces mêmes fondements religieux de légitimité. Vous voyez que la formule scyllanienne, pour ainsi dire, est promise à un bel avenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Sylla va s'acquérir la fidélité de son armée par des moyens relativement peu orthodoxes. Relativement peu orthodoxes, c'est ce qu'on appelle en latin contra morem maiorum, qui vont à l'encontre du mos maiorum. C'est le texte numéro 3 de votre handout. Puisque Sylla, à l'époque de la guerre en Asie, de la guerre contre Mithridate, Salluste, évidemment, le dénonce dans sa conjuration de Catilina. Pour s'assurer la fidélité de l'armée qu'il avait commandée en Asie, il l'avait habitué, contrairement à la coutume des ancêtres, au luxe et à une discipline trop indulgente. Le charme et la volupté des lieux où ils passaient leurs loisirs avaient promptement amolli l'âme farouche des soldats. Ibi primum insuevit exercitus populi romani amare potare signa tabulas pictas vasa caelata mirari, etc., etc. Ibi primum insuevit. Là, pour la première fois, l'armée du peuple romain s'est habituée à faire l'amour, boire, admirer les statues, etc., etc. C'est Salluste, une génération plus tard, ressent l'ars imperatoria de Sylla, c'est-à-dire sa méthode de commandement, comme une véritable rupture dans l'histoire des relations entre les chefs de guerre et leurs troupes sous la République. Et Sylla est sans doute effectivement, Salluste l'a bien compris, responsable de cet attachement de plus en plus étroit qui va unir les généraux, les soldats à leur général. C'est-à-dire que désormais les soldats romains se sentiront plus les soldats d'un homme que de la res publica. C'est-à-dire qu'à de tels soldats, vous pourrez demander de marcher contre Rome, contre d'autres Romains, au nom de la dignitas, pour venger la dignitas de leur général. Plutarque ne dit pas autre chose, et j'épingle le texte de Plutarque, c'est le texte numéro 4 dans votre exemplier. Plutarque ne dit pas autre chose lorsqu'il évoque, à propos des exactions sillaniennes en Grèce, lorsqu'il évoque de manière générale, dans un excursus très intéressant, les pratiques démagogiques des généraux du 1er siècle, obligés de s'attacher la fidélité de leurs soldats dans le contexte de guerre civile. Et j'épingle l'expression « enancat sonto demagogein ento strategein ». Ils étaient contraints de pratiquer la démagogie, démagogein, dans l'exercice du commandement. De la victoire au pouvoir, c'est le temps du retour de Sylla à Rome, un retour qui prend des allures de guerre civile, puisque, vous l'avez compris, pendant les quelques années que dure la campagne de Sylla en Asie, soit les années 86 à fin 84, Rome est repassée aux mains des partisans de Marius, des marianistes, des populares. Rome est aux mains des populares et l'on attend Sylla de pied ferme. Sylla débarque à Brinde, à la tête de ses troupes qui l'a fidélisé, comme je vous l'ai expliqué, dans le monde grec. C'est la guerre civile qui va durer 2 ans, la marche à travers l'Italie, la deuxième marche sur Rome de Sylla, qui, si vous voulez, pourrait annoncer une autre marche sur Rome de résonance beaucoup plus contemporaine. On a fait le lien dans les années 30. La deuxième marche sur Rome, la victoire finale de Sylla à la porte Colline, à l'une des portes des murailles de Rome, à proximité d'un temple de Vénus, Vénus qui était avec Apollon une des grandes divinités protectrices de Sylla. 1er et 2 novembre 82 avant Jésus-Christ. Sylla reste maître du champ de bataille et maître de Rome. Il se voit octroyer dans les jours qui suivent, par un Sénat évidemment terrorisé, il se voit octroyer officiellement le cognomen, le surnom Félix, heureux. En Grèce, le Sénat lui octroie le droit de porter officiellement un autre cognomen, grec celui-là, Epaphroditos, c'est-à-dire proche d'Aphrodite, aimé d'Aphrodite, ce qui est évidemment une allusion à l'importance qu'avait pris la déesse dans
dans l'idéologie religieuse de Sylla. Et dans les premiers jours du mois de novembre 82, Sylla instaure la proscription. C'est-à-dire qu'il a demandé au Sénat, qu'il a réuni, je vais prendre quelques minutes pour vous raconter l'épisode, Sylla a réuni le Sénat en dehors des limites du Pomerium, puisqu'il ne renonce pas encore à son imperium, il prétend au triomphe, bien sûr. Et donc il n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur de la limite sacrée de Rome, le Pomerium. Sylla réunit, comme bien des généraux l'ont fait avant lui, Sylla réunit le Sénat dans un temple, le temple de Bellone, qui se trouve à l'extérieur de cette limite. Bellone, dignité de la guerre, que Sylla a contribué à faire assimiler à une déesse cappadocienne à laquelle on offrait des sacrifices sanglants. Il s'adresse au Sénat, il rend compte de ses actions comme n'importe quel magistrat le ferait, et pendant qu'il fait ce compte-rendu tout à fait officiel, on entend les cris de milliers de samnites prisonniers en train de se faire égorger dans la Villa Publica à quelques mètres. Et c'est à ce moment-là que Sylla demande au Sénat d'approuver toutes les actions qu'il a effectuées en tant qu'imperator populi Romani en Orient. Et le Sénat doit ratifier a posteriori toutes ces actions. Vous imaginez bien que le Sénat a répondu favorablement à cette requête adressée par l'un de ses meilleurs concitoyens. Intimidation syllanienne, donc, et qui n'est que le premier épisode d'une série de massacres, puisque Sylla voudra se venger et purifier en quelque sorte Rome. Il y a sans doute une dimension sacrée là-dedans, effectivement, on peut parler de purification. Purifier Rome à la suite de cette guerre civile. Il va faire établir en plusieurs temps une liste de noms de ses adversaires politiques qui pourront être massacrés par quiconque, homme libre ou esclave, contre récompense. Et cette liste comptera environ, au final, quelques 500 noms, quelques 520 noms. Un régime de terreur, donc, que certains historiens modernes, dont principalement Inard, dont certains historiens modernes ont tenté de montrer qu'il n'était pas si terrifiant que cela pour la mentalité antique, tous les textes nous disent le contraire. C'est une terreur sanguinaire qui règne sur Rome pendant quelques mois. Au point de vue législatif, Sylla s'est fait attribuer, vu la vacance du pouvoir, les consuls étaient morts dans la guerre civile, il s'est fait nommer dictateur chargé d'écrire les lois et la durée plutôt de sa dictature est un autre problème qui divise les historiens modernes. Il y a deux écoles. Soit Sylla a été nommé dictateur à vie, comme plus tard César, et il abdiquera de son plein gré, un geste qui avait déjà stupéfait les anciens. Soit au contraire, Sylla a été nommé dictateur dans la bonne tradition républicaine, mais il n'y avait plus eu de dictature depuis la Deuxième Guerre punique, depuis plus d'un siècle. Soit Sylla a été nommé dans la bonne tradition républicaine, dictateur pour une durée limitée dans un état d'urgence pour résoudre les problèmes, et Sylla, le plus naturellement du monde, a abdiqué une fois la situation résolue, après une série de réformes, notamment une série de leges Corneliae, de lois. Deux écoles donc. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de passer en revue les quelques textes qui fondent, d'interprétation difficile, qui fondent, sur lesquels se repose toute la discussion. Je suis personnellement partisan d'une vision de Sylla comme effectivement dictateur, non pas à vie, comme l'a cru Appien, trop influencé par ce qui arrivera sous César, mais dictateur nommé pour un temps indéterminé, mais pas plus de 6 mois, pour résoudre les problèmes. La documentation épigraphique va dans ce sens, puisque Sylla, qui sera à nouveau consul en 80, n'est jamais dit dans les inscriptions grecques à la fois dictateur et consul, ce qui montre bien que la dictature n'a eu lieu que pendant quelques mois et que Sylla a abdiqué dès l'année 81, et non pas en 79, comme on le pensait. Sylla a abdiqué en tout cas et se retire de la vie publique, mais il est en réalité encore omniprésent dans le paysage. Une statue équestre dorée de lui sera érigée sur les rostres, sur la tribune des orateurs, sur le forum. C'est la première fois depuis le IVe siècle qu'un tel honneur est offert à un Romain. Il entamera les travaux de restauration du Capitole et du temple de Jupiter Capitolin, qui avait brûlé pendant la guerre civile. Il mourra au début de l'année 78, et ses funérailles seront des funérailles publiques qui donneront lieu à une manifestation
un rituel pratiquement royal. On ne retrouvera de telles manifestations de deuil que pour Auguste, puisque son corps, il est mort à Cume, son corps est ramené de Cume jusqu'à Rome, un cortège immense, tous les soldats des colonies sillaniennes, tous les vétérans des colonies sillaniennes gonflent progressivement le cortège, un cortège énorme qui arrive à Rome, et le corps est brûlé et les restes sont conservés dans un tombeau sur le champ de Mars, ce qui était formellement interdit à Rome et qui n'avait plus lieu depuis Romulus. Et donc, certes, Sylla, par la dictature et son œuvre sa législation, a restauré la République sénatoriale traditionnelle, principalement en muselant le pouvoir des tribuns de la plèbe, mais par toute la symbolique du pouvoir qu'il a développé et par ses actions proprement révolutionnaires qui influenceront celles d'un César, il a effectivement tué la République dont César sera le fossoyeur. Je vous remercie.